Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre. Voici les titres que nous avons décidé de développer ce soir. Reprise des cours demain pour les écoliers des établissements publics du pays. Près de 300 enseignants, directeurs d'établissements et sympathisants étaient en grève devant le gouvernement aujourd'hui. L'allègement du programme ou encore le sureffectif font partie des revendications. Explications dans quelques instants. C'est un comportement inadapté. Ce sont les propos d'Alexis Bouroz, procureur de la République au pays, à propos des vidéos qui montrent des officiers de la police nationale faisant usage à des pratiques inacceptables envers des civils interpellés. L'enquête est en cours. Que risquent ces officiers? Réponse d'Alain Martinez, directeur de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie. Réaction également d'Élie Poigoun, président de la Ligue des droits de l'homme. Suite de notre feuilleton consacré à la semaine européenne de la réduction des déchets. Ce soir, nous allons à la rencontre de Mélissa. Chez elle, pas de poubelle car elle n'a pas de déchets. Comment expliquer cet exploit? Reportage dans cette édition. L'école reprend demain pour les enfants des établissements publics du pays. Les écoliers n'ont pas eu cours car près de 300 enseignants, directeurs et sympathisants étaient rassemblés devant le gouvernement aujourd'hui. Malgré le protocole trouvé avec l'institution vendredi dernier, l'un des points de revendication, l'allègement des programmes. Le reportage de Duc Menango. Est-ce que les propositions sont claires, précises et assez concrètes? Si nous avons maintenu la grève, c'est tout simplement parce que nous souhaitions revenir vers nos enseignants pour que nos enseignants puissent faire le point sur le protocole d'accord et qu'on puisse éventuellement le modifier si les enseignants n'étaient pas satisfaits. Avant donc cette signature, les enseignants ont eu la matinée pour échanger et débattre sur ce protocole d'accord qui traite de plusieurs points, notamment l'allègement des programmes. On prend les programmes de métropole auxquels on ajoute les spécificités locales, ce qui fait que dans le même temps imparti qu'en métropole, on a, nous, plus à faire. On dit que nos enfants ont des problèmes sur la réussite et on veut leur en faire plus dans le même temps. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont faites au collège. Qui sont refaites au collège, est-ce que ça vaut le coup de les refaire? L'histoire, je prends un exemple, l'histoire de la France, c'est refait dans l'intégralité au collège. Est-ce que nous, on a l'obligation de la refaire? Alors qu'on pourrait se baser sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Il a fallu 1h30 de discussion avant que ce protocole soit signé. Des réunions sont déjà engagées pour traiter notamment du sureffectif de certaines classes. Donc ça se traduit par des classes avec des effectifs qui varient entre 25 et 30 enfants. 30 enfants, c'est énorme, surtout dans des quartiers dits populaires, avec des enfants qui ont besoin d'une attention particulière et forcément l'enseignant n'a pas assez de temps à donner à chaque enfant, en tout cas pas comme il le souhaiterait. Pour ce sujet-là, des groupes de travail sont prévus à partir du 7 décembre. Ce mouvement des enseignants leur a aussi permis de réclamer plus de considération dans la construction de l'école du pays. Par contre, les écoliers de l'école primaire de Touhaut, village avait bien cours aujourd'hui avec maîtresse Iris. Parmi les enfants, Jean, le psychologue scolaire, a détecté chez lui un handicap, mais pas de nom précis. Il ne parle pas bien, il est assez hyperactif en classe. Nous avons assisté aujourd'hui à des ateliers lecture de l'image avec lui. Pas facile pour Jean, un reportage d'Aurélie Aoutine réalisé dans le cadre de notre grande cause consacrée aux enfants. Et là, qu'est-ce que tu vois ici? Un canard. Un canard. Ah non. Pas la bonne image. Jean a 6 ans et présente un retard scolaire important. Ses difficultés d'élocution, d'assimilation et de concentration peuvent faire penser à un handicap intellectuel. Sous l'œil attentif de sa maîtresse, il travaille sa lecture d'images, une activité adaptée à des enfants de niveau petite section dont il est assimilé. C'est vrai que c'est un problème aussi pour les enseignants là-bas dans les écoles. C'est comme ça, mais
La chose qui me plaît là-bas pour l'école, c'est que même s'ils ont il y a des enfants scolarisés comme Jean, mais ils ne font pas de différence. Ça, c'est un plus pour nous. Alors, on va s'applaudir les enfants parce qu'on a bien travaillé. Surtout, voilà, Jean. Dans cette école maternelle de proximité, la maîtresse a une classe à plusieurs niveaux. Jean n'est pour l'heure pas reconnu comme personne en situation de handicap. Cependant, il demande une attention plus importante de l'enseignante. J'ai pas vraiment de matériel adapté à Jean, c'est à moi de créer tout ça. Mais voilà, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est la réfléchir, il faut voilà, bien cerner l'enfant, hein, cerner l'enfant pour pouvoir lui proposer voilà, des activités adaptées. Au pays, la reconnaissance de la situation de handicap de l'enfant ou du jeune est indispensable pour obtenir des aides. Le dossier de Jean, lui, sera évalué prochainement par la Commission des enfants et des jeunes handicapés de Nouvelle-Calédonie. Une fois le handicap de Jean reconnu et évalué, il pourra être orienté vers la solution la plus adaptée à sa situation. Dans un tout autre registre, les vidéos transmises à notre rédaction ont été publiquement postées aujourd'hui sur les réseaux sociaux par des tierces personnes. Je vous rappelle qu'une enquête est en cours. Ces vidéos montrent des officiers de la police nationale se comporter abusivement avec des personnes interpellées. Un comportement totalement inadapté selon Alexis Boureuse, procureur de la République. On l'écoute. Oui, évidemment, c'est un choc, hein. Ce sont des images qu'on aimerait ne plus voir, un comportement qui n'est pas admissible en 2018, bien sûr, qui révèle un comportement totalement inadapté et surtout des manquements à l'éthique et à la déontologie du policier. Donc les autorités ont bien sûr pris la mesure de la révélation de ces faits qui ne sont pas acceptés, mais c'est pas que le procureur de la République qui le dit, c'est le citoyen, mais également les policiers eux-mêmes qui n'acceptent pas que leur profession soit salie par le comportement de quelques-uns. Voilà, donc l'enquête est en cours. Alors que risquent les auteurs? On écoute de nouveau Alexis Boureuse, procureur de la République. Donc des manquements avérés. La direction de la sécurité publique est déterminée, évidemment, dans le cadre d'une enquête administrative, à mettre à jour et à identifier et à essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Comportements inadaptés. Alors, qui ne sont pas nécessairement, ça n'est pas le cas d'ailleurs, constitutifs d'une infraction pénale. Je n'ai pas demandé d'ailleurs d'enquête judiciaire dans la mesure où d'abord il n'y a pas de plainte et où le visionnage de ces séquences ne révèle pas d'infraction caractérisée. Pour autant, je reste dans l'attente évidemment des résultats de cette enquête administrative puisque, comme vous le savez, si un officier de police judiciaire avait pu participer à ces faits, évidemment la question se poserait de la suspension ou du retrait de son habilitation puisque l'autorité judiciaire ne lui accorderait plus sa confiance. Donc ceux qu'on voit sur les vidéos ne sont pas des officiers de police judiciaire? Alors a priori, d'après les premiers éléments qui sont en notre possession, il ne s'agit pas de policiers, officiers de police judiciaire. Il pourrait s'agir d'adjoints de sécurité qui sont en attente d'intégration dans la police. Donc du coup là, il y a une sanction qui est différente de celle des... Alors, ça relève du disciplinaire du ministère de l'Intérieur. L'échelle des sanctions peut être variable et est à la discrétion surtout de la hiérarchie de la police. Voilà des propos recueillis par Falaï Wedjer. Rien n'excuse ces comportements. Écoutons Alain Martinez, directeur de la sécurité publique en Calédonie. Au nom de la police, nous sommes tous consternés de voir de telles images et de voir un comportement tel. Le code de déontologie précise bien que les fonctionnaires doivent respecter les individus qui sont interpellés. Ils sont même sous la protection de la police. Donc vous comprenez bien qu'il s'agit de manquements avérés de la part de policiers, même si ce ne sont que des agents de sécurité. Les agents de sécurité ne sont pas des policiers titulaires, ce sont des policiers contractuels. Ils ont un contrat de 3 ans renouvelable une fois. Donc ils sont très jeunes pour la plupart du temps. Beaucoup accèdent au concours de gardien de la paix par la suite.
Mais cela explique un petit peu cette histoire de films, etc., qui sont condamnés par tous les policiers, et notamment les gradés qui n'ont pas fait attention, d'après des premières auditions, à ces films. Voilà. Mais le fait qu'ils soient agents de sécurité ne les empêche pas d'être dans l'obligation de respecter le code de déontologie, et ils sont passibles de sanctions disciplinaires très clairement. Voilà des propos recueillis par Audrey Poidi. Le travail des policiers est salué par la Ligue des droits de l'homme, mais ce sont des choses qui ne doivent pas exister. Écoutons Elie Poigoun, son président. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, qui sont faites par nos policiers. Je pense que les policiers font un travail, beaucoup de travail pour assurer notre sécurité à tous. Mais je pense qu'il faut le faire dans le respect des citoyens. Et je pense qu'ils doivent interpeller les jeunes qui font des bêtises. Mais ce n'est pas une raison pour les humilier, pour faire des choses qui ne sont pas autorisées par la loi. Dans ces situations-là, il faut que les citoyens connaissent leurs droits. Et il faut qu'ils déposent plainte, soit auprès de la police ou auprès du procureur, parce que ce sont des choses qui ne devraient pas exister. Je pense que l'essentiel, c'est de vivre ensemble et puis de se respecter les uns les autres. Voilà, le sujet est développé ce soir dans le dossier du jour sur notre site caledonia.nc. Regardez cette fois-ci ces images. Près de 2 hectares sont partis en fumée hier soir à Dimbéa-sur-Mer, dans le sud du pays. Les pompiers de la commune de Dimbéa et la sécurité civile ont lutté une partie de la soirée pour éteindre l'incendie. Un homme a été pris en flagrant délit et interpellé selon la gendarmerie. Passons cette fois-ci à l'œil de la rédaction. Et comment préserver les aires marines protégées? Ce soir, nous nous rendons sur l'étang de Koumak. Le lieu est classé réserve spéciale de faune depuis 1989, puis réserve de nature sauvage en 2008. Mais la province Nord dispose de peu d'informations sur les enjeux de conservation de l'étang. À l'exception d'une étude sur l'avifaune, l'ensemble des oiseaux d'un lieu. Pour justement répondre à ces lacunes, nous retrouvons sur l'étang de Koumak les agents du service des milieux ressources aquatiques de la province Nord et Alison Lègle, étudiante à l'UNC de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes sur le pont, situé à proximité de l'entrée du champ de foire de Koumak. Il s'agit là de la seule voie d'eau qui communique avec l'étang. L'équipe pêche au filet est la première à se lancer dans la capture de poissons. L'opération du jour a un objectif différent par rapport aux 2 précédentes campagnes de pêche. Habituellement, on faisait des pêches où on pouvait réaliser des calculs d'abondance relative, donc pour voir à peu près la population de poissons. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les espèces, donc sur la diversité des espèces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer une liste en fait, avec toutes les espèces bien représentées. Quand on a pu prendre des photos, mettre les photos, etc. Donc faire quelque chose, une bonne liste des espèces. L'équipe lancée à l'épervier se rend aux abords des palétuviers. La progression est rendue compliquée par la vase et surtout, aucune étude sur la profondeur de l'étang n'a été menée jusqu'à maintenant. Autre difficulté à noter, le sol par endroits est blanc, témoin de la présence de sel. Marcher pieds nus sur ces zones, sous un soleil de plomb, revient à marcher sur des braises et oblige à se déplacer en courant. À chaque capture, les lieux sont enregistrés par GPS et les poissons sont remis à Sophie. Après, quand il ramène le poisson, on mesure, on prend la taille du poisson, c'est-à-dire de la tête jusqu'à là, la fourche là, pas au bout de la queue, juste la fourche là, où il y a la queue. Donc là, on est à 19,5 cm. Donc la taille, elle est notée en millimètres sur la feuille de relevé là, d'info. Et ensuite, on identifie le poisson. Donc là, on a un mulet, et puis après préciser quelle espèce de mulet. Donc pour ça, on a le livre d'identification là, de poisson. Donc voilà, donc dans le livre d'identification, en fait, à la famille, en fait, on sait que c'est les mulets, donc on va directement à la page où il y a les mulets. Puis après, il faut regarder les caractéristiques, en fait, tout ce qui est caille et tout ça. Donc là, on serait plutôt sur du grosse tête, c'est sûr.
Attends, parce qu'en plus petit... c'est ça. Voilà. Et après, on relâche le poisson dans l'étang. Fabrice, l'un des pêcheurs, travaille dans le service des milieux et ressources terrestres. Il est venu donner un coup de main et partager son expérience du terrain. Moi j'habite au bord de mer aussi, je sais lancer l'épervier. Mais j'ai jamais lancé l'épervier dans un étang plein de boules jusqu'à la taille. Mais voilà, c'est une expérience aussi. On n'a chopé que 3 poissons depuis ce matin. Je crois en 2 heures, ça m'est jamais arrivé ça. Bon, mais c'est bien, ça m'a permis de connaître l'étang aussi de Koumak. Mais une fois, mais pas 2. En début d'après-midi, l'équipe lancée à l'épervier regagne l'entrée de l'étang afin de communiquer les résultats de leur pêche. Pour Alison, la collecte du jour est très satisfaisante. 11 nouvelles espèces sont venues se rajouter à celles déjà répertoriées lors des 2 précédentes pêches. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il est plus riche que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Voilà, en discutant avec les gens, on s'aperçoit qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait grand-chose dans l'étang et au final, non, il est assez riche, assez vivant, donc il y a pas mal d'espèces. L'étang de Koumak est classé en tant que réserve de nature sauvage, donc c'est le plus haut degré de classement déjà. Donc en fait, là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en faire de cet étang en fonction des données. Donc est-ce qu'on va justement préserver encore plus, donc essayer de renforcer justement la connaissance de l'étang, etc. Ou est-ce qu'on va le faire de baisser le niveau, on va dire, de sécurité autour de l'étang d'1 degré pour pouvoir justement employer des modes de gestion justement sur l'étang, au lieu de le laisser simplement comme ça. L'opération menée ce jour s'est déroulée dans un cadre de dérogation du Code de l'environnement de la province Nord. En temps normal, du fait de sa classification, la pêche dans l'étang est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à une amende pouvant atteindre 1 million de francs CFP. Voilà, vous l'avez reconnu, c'était un reportage de Prosper Poigou. Et pour en parler ce soir, Sophie Kachaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la référente de l'étude des aires marines protégées de la province Nord. Alors, on va répondre à la question d'Alison. Est-ce qu'on va préserver plus ou baisser le niveau de sécurité ? Alors pour ça, l'étude d'Alison, c'est une étude préliminaire pour voir un peu ce qu'on va faire, nos grandes orientations pour la suite pour l'étang de Koumak. Donc à l'heure actuelle, on attend au fait le résultat de son travail pour pouvoir après nous statuer sur si on baisse du niveau de protection ou pas. Alors comment justement surveiller ces étangs qui se trouvent près des villages, près des villes ? Après, pour la surveillance, ça passe surtout par la communication, la formation auprès des populations, travailler en collaboration avec les associations environnementales. Il y en a une sur Koumak avec qui on partage un peu notre travail, les sensibiliser à l'environnement. Et du coup, ça passe principalement par de la formation, de la sensibilisation. Alors, on reste sur la surveillance. Est-ce qu'on peut parler des fréquences, justement, des surveillances ? Combien de fois vous surveillez, justement, ces étangs ? Pour les fréquences, on n'a pas forcément de données chiffrées à l'heure actuelle. On essaye avec les moyens qu'on a, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'agents de garde nature, notamment, pour surveiller ces aires marines protégées. Mais on essaye, en tout cas, de gérer au mieux et surveiller une bonne fréquence nos aires marines protégées. Et donc, quelle est la différence entre réserve spéciale de faune et réserve de nature sauvage ? Alors, réserve spéciale de faune, c'était un statut qui était à l'époque mis parce qu'il n'y avait pas de code de l'environnement. Ensuite, on a eu la réserve de nature sauvage, qui est arrivée suite à l'arrivée du code de l'environnement, province Nord en 2008, qui élargit un petit peu le statut de protection, sachant que réserve de faune, c'est spécifiquement pour une faune, à l'époque c'était les oiseaux. Et là, le cadre réserve nature sauvage, ça permet d'élargir un petit peu le champ de protection de l'étang. Alors, pour terminer cet entretien, quel est le prochain suivi ? Ou est-ce qu'il y a un étang qui vous intéresse le plus en province Nord ? Alors l'étang, c'est le seul étang qu'on a en réserve de nature sauvage. Après, on en a d'autres, d'aires marines protégées en province Nord. On a notamment sur Yingen ou sur Puebo, ou encore Poya ou récemment Boyenne, où on a des réserves. Après, ils ont des statuts différents.
Après, pour tout ce qui est la suite, pour les temps de Koumak, on attend vraiment le travail qui sera livré par Alison, qui permettra de définir du coup les grandes orientations pour établir un plan de gestion pour les temps de Koumak. Merci Sophie Kachaoui d'être venue sur ce plateau ce soir. Merci à vous. Protéger les espèces, c'est aussi jeter moins de plastique dans la mer. Et depuis un mois, le premier système de nettoyage des océans au monde a été mis en service dans la baie de San Francisco. La structure tubulaire en forme de U de 600 mètres de long, composée d'une barrière flottante et d'une bande de tissu de 3 mètres de haut, va en sorte ramasser les déchets dans l'océan. Pour cela, il faudra produire moins de plastique. Alors, imaginez-vous vivre sans poubelle chez vous? Eh bien, c'est le choix de certaines personnes comme Mélissa. Depuis un an, elle a décidé non pas de réduire ses déchets, mais d'en finir définitivement avec. Le mode de vie zéro déchet, est-ce possible? Comment y parvient-elle? Le reportage de Lindsay Wamo. Voici Mélissa. Il y a un an, elle s'est lancée un défi fou. Avoir 0 déchet. Depuis, dans sa maison, il n'y a pas une seule poubelle. Pour ne plus avoir à acheter sans cesse des produits accompagnés de leurs emballages et donc de déchets, Mélissa fabrique tous ses produits hygiéniques et ménagers elle-même. Que ce soit le dentifrice, le déodorant, le liquide vaisselle ou la lessive. Et justement, aujourd'hui, il lui en manque. Ça, c'est les cristaux de soude. Bon, on n'est pas obligé d'acheter le pot de 5 kg, hein, mais bon, moi, j'aime bien en avoir pour longtemps. Voilà, cristaux de soude, savon de Marseille. Donc, 2 poignées de savon de Marseille. Et donc là, je rajoute de l'eau. Donc, j'ai fait chauffer 1,5 litre. Je ne vais pas tout mettre d'un coup. Je vais mettre un peu et je vais mixer. Là, je laisse refroidir et puis je vais ajouter 3 à 5 cuillères de cristaux de soude. L'achat de ce savon de Marseille et de ce pot de cristaux de soude aura coûté à Mélissa 1200 francs. Avec ça, elle tient toute une année. C'est sûr que si on compare avec la lessive, voilà, on est vraiment sur une économie importante. Après, l'intérêt, il est aussi sur le zéro déchet parce que je n'ai qu'un seul bidon que je me resserre à chaque fois. Donc je n'ai plus aller à la déchetterie pour jeter mon bidon. Pour ce qui est de l'immobilier, tout est de la récupération. Et ici, absolument tout devient réutilisable. Mais la principale source de déchets, ça reste bien sûr l'alimentation. Donc, quand Mélissa fait ses courses, elle ne part pas qu'avec un sac et elle ne se rend pas dans n'importe quel magasin. Alors, est-ce qu'il en reste terme de province? Alors là, tout ce que j'achète, en fait, n'a pas d'emballage. Et moi, je repars avec mon bocal plein, voilà, que je vais faire peser après en caisse. Même procédé pour la viande ou le poisson, qu'elle prend toujours frais. Depuis qu'elle a adopté ce mode de vie, Mélissa constate de nombreux changements, notamment au niveau de son portefeuille. On a fait énormément d'économies. Depuis qu'on est passé au zéro déchet, on est à minimum 50 000 francs d'économies par mois. Après, un changement aussi de qualité de vie, parce qu'en fait, on a gagné du temps, mais énormément de temps en fait. Le temps qu'on gagne aujourd'hui, on le passe à passer du moment en famille, on fait des recettes ensemble. Pour les intéressés, Mélissa vous invite à vous rendre sur la page Facebook de son association Zéro Déchet en Nouvelle-Calédonie pour tout conseil et infos pratiques pour réduire ou en finir définitivement avec vos déchets. Et justement, demain soir, à 18 h, une projection débat sur le mode de vie à zéro déchet se tiendra au centre d'éducation de la ville du Mont-d'Or. Mélissa sera présente pour vous donner quelques conseils. C'est la fin de cette édition. Après la météo, vous retrouverez donc Aurélie Néautine, Stéphanie Marlier, Ismaël Ouakasseo et leur invitée Emeline Martin-Forest. Avec elle, on parlera massage ayurvédique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée.